à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ce midi pour un nouveau webinaire de CSE Matin qui est consacré à la gestion des comptes de CSE. On va avoir ensemble tous les meilleurs conseils pratiques pour éviter un redressement de l'URSSAF. Nous sommes ensemble une petite heure pour partager sur un sujet d'importance pour le bon fonctionnement des CSE. Pour ce webinaire, j'aurai le plaisir de partager avec Ali Benadj, qui est responsable du projet Swizy et expert URSSAF. Bonjour Ali. Bonjour. Je vous laisse vous présenter un petit peu en quelques mots. Merci Agnès. Oui, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci d'assister à ce webinaire. Alors, je me nomme Ali Benadj et donc je travaille avec les comités d'entreprise et maintenant, on va dire les CSE depuis un peu plus de 24 ans. Donc, j'ai eu l'occasion d'informatiser un certain nombre de CSE, de mettre en place avec eux tous les paramétrages d'activité et c'est un petit peu cette expérience que je vous apporte aujourd'hui puisque pendant toute cette période, j'ai pu voir à la fois des choses qui étaient très bien faites, des bonnes idées, puis des CSE qui étaient un petit peu limites sur les prestations qu'ils proposaient ou en tout cas ce qu'ils offraient aux salariés qui rentraient pas dans les conditions que demande de l'URSSAF et à plusieurs reprises, voilà, j'ai vu des contrôles URSSAF qui ne s'étaient pas nécessairement bien passés. Donc, on va essayer de cadrer ensemble ce sujet et de vous apporter le maximum d'informations. Merci Ali. Nous aurons aussi le plaisir de partager avec Florian Join, chargé d'affaires chez Swizy. Bonjour Florian. Je vous laisse, bonjour Agnès, bonjour Ali, bonjour à tous. Je me présente, donc je m'appelle Florian, je suis chargé d'affaires chez Swizy, qui est la nouvelle entité proposée par Delta CE. Et donc du coup, dans le cadre de mes missions, je suis en contact très régulier avec les élus. Et mon rôle est de les conseiller sur une bonne gestion de leur budget ASC et aussi d'un respect total de la réglementation URSSAF, notamment les accompagnant via un logiciel de gestion et de comptabilité, mais aussi tout ce qui va être œuvre sociale avec des portails de billetterie et aussi tout ce qui va être des propositions de chèques cadeaux dématérialisés notamment. Très bien, merci Florian. Alors comme vous le savez, nos webinaires, si vous nous suivez régulièrement, consistent à favoriser les interactions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on va les traiter au fil de l'eau. Nous sommes vraiment ravis de vous voir aussi nombreux ce midi. Nous essaierons de répondre à un maximum de questions et nous conserverons une dizaine de minutes au terme de notre échange pour y répondre. Sachez également que ce webinaire sera disponible en replay sur CSE Matin, notre média. Et concernant notre sujet du jour, comme je l'ai évoqué précédemment, le webinaire est l'occasion de vous donner les meilleures pratiques pour vous donner toutes les clés d'une comptabilité saine et pour éviter au final un redressement de l'URSSAF. En tant que personne morale gérant des ressources, le CSE est soumis à certaines obligations comptables, comme vous le savez. Nous allons voir donc lesquelles dans le détail. Mais tout d'abord, Ali, pour bien comprendre le sujet, nous allons revenir aux origines du fonctionnement des CSE. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces origines ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai pas la bonne slide, c'est ici les origines du CSE. Donc les origines du CSE, les CSE ont été créés réellement après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, grâce entre autres aux résistants de la guerre qui ont demandé, et notamment les syndicats, la création des comités d'entreprise, même s'il y a une origine un peu plus lointaine sous Pétain en 1941. Mais c'est vraiment à ce moment-là que le général de Gaulle a validé le fait que les comités d'entreprise puissent être créés. Donc, on a vraiment une date qui est très importante, qui est celle de 1945, suite à la Seconde Guerre mondiale, où les comités d'entreprise dans les entreprises de plus de 50 salariés est mis en place. Ensuite, on a une deuxième date qui est assez importante, c'est l'année 1982, avec les lois Auroux. Donc sous le gouvernement de François Mitterrand, où a été mis en place également le budget de fonctionnement obligatoire, donc ce qu'on appelle communément le 02, qui a permis au CSE d'avoir les moyens, entre guillemets, d'avoir une autonomie vis-à-vis de l'employeur.
puisqu'il n'y avait pas d'obligation par rapport à cela auparavant. Et ça a permis vraiment le développement des CSE. Ça leur a permis notamment, par exemple, de prendre de la formation, de faire appel à des experts. Et puis la dernière date, c'est 2017, ce qu'on appelle les ordonnances Macron, qui ont fusionné les différentes instances en une seule. Et donc là, le CSE n'est plus à 50 salariés, mais il démarre à 11 salariés. Et bien sûr, il n'a pas les mêmes prérogatives, hein, de 11 à 49, les budgets ne sont pas obligatoires. On reste toujours à partir de 50, c'est eux que le budget de fonctionnement est obligatoire. Le budget d'ASC aussi n'est pas nécessairement obligatoire dans la plupart des CSE. Donc voilà un petit peu l'histoire du CSE. C'est vraiment ces 3 dates qui sont importantes à retenir. Oui. Et quels sont les grands principes qui sont liés à la réglementation des subventions? Alors, les grands principes sont très simples. Vous avez un article, L242-1 de l'alinéa du Code de la sécurité sociale qui dit que toute somme ou avantage en nature versée à un salarié est soumise à cotisation, sauf si son exonération est expressément prévue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, tout est soumis à cotisation sociale. Et d'une certaine manière, c'est normal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rémunère un salarié, quelle que soit la forme, il y a des cotisations sociales. Vous savez que les cotisations sociales servent à payer, donner des moyens à la CAF, à la sécurité sociale, à la vieillesse. Donc, c'est pas un surplus, c'est vraiment ça a une utilité dans la société. Ça permet d'avoir une redistribution, on dit secondaire. Maintenant, il y a une exception. La première, c'est en cas de caractère de secours, c'est-à-dire que quelqu'un qui est dans une situation pénible, difficile, exceptionnelle, on peut l'aider, et donc là, il n'y a pas de cotisation sociale. Et autre élément, ce que préconise un petit peu l'URSSAF par rapport à une circulaire ministérielle qui permet au CSE de donner des avantages aux salariés, tout ce qui est activité sociale culturelle. Et là, qu'on soit bien clair, c'est une tolérance. Ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans le marbre comme une loi, qui dit que c'est totalement exonéré, c'est une tolérance de l'URSSAF. Et Lucie nous demande si sur ces différentes subventions, est-ce qu'il y a des plafonds? Oui, alors il y a des plafonds, on le développera tout à l'heure, hein, tout dépend le type de prestation que vous allez proposer. C'est pas la même chose pour tout ce qui est, par exemple, les chèques cadeaux ou les subventions loisirs, culture, sport, par exemple. Il y a des différences entre les deux. Donc il y a des plafonds, il y a des choses qu'on peut faire, que l'URSSAF autorise, et d'autres qui sont bien sûr limitées. Oui. Et quels sont les avantages qui ne sont pas soumis à cotisation? Alors là, pareil, c'est une liste, on verra, je pense un peu tout à l'heure, on est en train d'avancer sur le sujet et ça sera développé dans les prochains slides. Tout ce qui n'est pas soumis à cotisation, c'est ce que tolère l'URSSAF et dans une certaine limite. Donc je parlais tout à l'heure, par exemple, de tout ce qui concerne les vacances, loisirs, culture ou sport. Et bien là, on peut par exemple rembourser les salariés sur des prestations de vacances et c'est pas soumis à cotisation. On peut proposer des billets de cinéma, par exemple, à tarif réduit, donc subventionner ces billets, et là, c'est pas soumis à cotisation. On peut aussi proposer les chèques vacances. Bien sûr, là aussi, c'est pas soumis à cotisation, mais il y a des petites contraintes à prendre en compte. On ne peut pas donner, par exemple, la même somme aux salariés, etc. Donc voilà, il y a toute une liste qu'on va développer un peu tout à l'heure. Et puis, bien sûr, il y a le site de l'URSSAF qui la reprend vraiment en détail. Oui. Et quelle est la position de l'URSSAF concernant les activités socio-culturelles? Alors, quelles sont... excusez-moi, reprenez la question. Parce que sur la position de l'URSSAF, hein, sur les activités socio-culturelles, quelles sont les tolérances? Alors, les tolérances, on y était là. Hein. Les tolérances, c'est toutes les activités qui sont destinées à favoriser ou améliorer les activités extra-professionnelles. Donc, tout ce qui tourne autour des activités sociales et culturelles. Tout ce qui est détente, sport, culture, loisirs. Là-dessus, il y a une tolérance qui est très, très large qu'on peut proposer, offrir aux salariés. D'accord. Nous avons beaucoup de questions, assez précises d'ailleurs.
Fabienne demande, peut-on intégrer les enfants du conjoint pour les familles recomposées avec des enfants qui sont à la charge de ce conjoint sur toutes les prestations ASC et remboursements de sport? Alors là, c'est au niveau du CSE que ça se décide en fait. C'est-à-dire que le CSE met en place un règlement intérieur. Il va accepter plus ou moins la composition familiale. C'est lui qui décide si dans les familles recomposées, il considère que les enfants ont accès, les enfants du conjoint ont accès aux prestations à partir du moment où ils sont dans le foyer fiscal. Théoriquement, je dirais que comme ils sont dans le foyer fiscal, oui. S'ils ne sont pas, ça peut être un peu plus compliqué, mais ça reste toujours à la discrétion du CSE. C'est le CSE qui le décide. Oui. Et qui est responsable en cas de redressement URSSAF? Est-ce que c'est l'employeur ou est-ce que c'est le CSE? Alors, ça reste l'employeur qui est responsable. Ça, faut être très clair là-dessus. C'est l'employeur pour une raison très simple, c'est que l'entité CSE en elle-même n'a pas de valeur juridique, c'est pas une association, par exemple loi 1901 avec un président dédié. Le président du CSE reste l'employeur, il en reste responsable, et si le CSE commet éventuellement des erreurs dites de gestion, c'est-à-dire qu'il dépense plus qu'il ne fallait ou qu'il dépense au-dessus des sommes qui étaient indiquées, à ce moment-là, l'employeur ne peut pas dire qu'il ne savait pas. C'est à lui, en fait, de régler un redressement si l'URSSAF veut redresser le CSE. D'accord ? Donc, il est censé savoir quelles sont les prestations que propose le CSE. Et sur le plan légal, Anaïs demande s'il existe des textes de référence qui encadrent les demandes de remboursement. Alors, il n'y a pas de texte juridique par rapport à ça, en fait. Il faut toujours se référer au guide de l'URSSAF qui explique qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire. On vous le mettra en lien dans le support, mais ce ne sont pas des textes de loi, pour être très clair. Ce sont des tolérances que permet l'URSSAF, on reste toujours sur le même sujet, ce sont des tolérances par rapport à une circulaire ministérielle et ça reste au bon vouloir du contrôleur URSSAF qui va lui-même vérifier la prestation et qui va dire si cette prestation rentre dans le cadre des tolérances ou non. Concernant les bénéficiaires donc, du CSE, qui sont-ils ? Alors, les bénéficiaires du CSE, donc ici, on les retrouve là. Qui peut profiter du CSE ? Tout d'abord, les couples mariés ou pacsés dans l'entreprise. D'accord ? Donc, chaque salarié a des avantages et des droits au niveau des activités du CSE. Ensuite, on a les stagiaires qui ont une durée de stage de plus de 2 mois. Okay. Et éventuellement les retraités, si le comité d'entreprise ou le CSE a les moyens financiers de leur proposer des prestations. Sachant que les retraités ne cotisent pas, ou les pré-retraités ne cotisent pas, puisque le budget du CSE est souvent un pourcentage sur la masse salariale. Et donc là, ça va être au bon vouloir du CSE de donner accès aux activités que propose le CSE aux retraités, s'il le souhaite. Il peut le faire de différentes manières. Ça peut être des activités qui sont subventionnées, ça arrive, je l'ai vu ponctuellement, ou alors il va donner accès à des activités qui ne sont pas subventionnées. Un exemple très classique, vous avez un CSE qui propose des locations, il a des linéaires. Les linéaires, il va tout d'abord les proposer aux salariés, et si il a des semaines qui ne sont pas réservées par les salariés, il va les ouvrir aux retraités, éventuellement avec un tarif qui est différent, où il n'y a pas de subvention, ce qui va permettre quand même aux retraités d'avoir un tarif un peu plus avantageux que le tarif public, mais moins avantageux éventuellement que celui qui serait proposé aux salariés. Nathalie, justement, pose une question concernant les nouveaux salariés. Est-ce qu'ils ont accès à un voyage proposé par le CSE 10 mois plus tard? Et que se passe-t-il si sa période d'essai n'est pas validée et qu'il doit quitter la société?
Alors, on va commencer par la première question. Oui. C'est important d'avoir un règlement intérieur au niveau d'un CSE. C'est-à-dire, vous établissez des règles et vous définissez, par exemple, qu'il faut une ancienneté pour accéder aux prestations du CSE. Ce qu'on retrouve de manière commune, c'est souvent 6 mois d'ancienneté. Voilà, on indique qu'il faut 6 mois d'ancienneté pour participer à une prestation. Donc là, si le voyage a lieu dans 10 mois, alors soit vous avez bloqué les inscriptions 10 mois en amont, et donc même si la personne a 6 mois d'ancienneté, elle n'a pas pu s'inscrire, elle ne peut pas partir, ou alors vous ouvrez quand même le voyage quelques mois avant le départ. Mais vous pouvez mettre une notion d'ancienneté dans le fait que il faut ce temps avant d'accéder aux activités. C'est tout à fait possible de le mettre en place. Deuxième question, si on a une personne qui, entre guillemets, est en période d'essai et part, alors là aussi, si on avait mis 6 mois, bon, on n'aura peut-être pas le problème de la période d'essai, mais si on ne l'a pas mis en place, eh bien, il va falloir se faire rembourser par le salarié en amont, éventuellement, ou mettre une clause qui dit qu'il doit quand même partir. Enfin voilà, donc c'est important d'établir des règles en amont des activités qu'on va faire pour ne pas se retrouver dans une situation qui peut être conflictuelle avec des salariés. Et concernant toujours les bénéficiaires, nous avons beaucoup de questions d'ailleurs. Peut-on intégrer les enfants du conjoint pour les familles recomposées avec des enfants qui sont à la charge de ce conjoint sur toutes les prestations ASC et les remboursements concernant le sport? Alors, je reviens un petit peu à la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. C'est toujours le CSE qui décide des règles qu'il met en place. Voilà. Là-dessus, oui. Si le CSE a une tolérance vis-à-vis, entre guillemets, des familles recomposées, il va rentrer dans le détail. Mais généralement, moi, ce que j'ai vu dans beaucoup de comités d'entreprise, c'est qu'on prend en compte que le foyer fiscal. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un avis d'opposition, il y a des enfants qui sont rattachés et ça s'arrête là, souvent dans les participations. La problématique que peut avoir un CSE avec des familles recomposées, c'est que maintenant il y a beaucoup de familles recomposées qui peut être recomposées plusieurs fois, et donc un salarié qui éventuellement fiscalement n'a peut-être que 2 enfants pourrait se retrouver avec 6 ou 7 enfants, ce qui peut changer la donne sur les budgets des CSE et poser une problématique de budget, tout simplement. D'accord. Donc concernant l'URSSAF, justement, est-ce que dans quel cas un CSE peut être contrôlé par l'URSSAF? Alors, dans quel cas? Il y en a 2. Le premier cas, le CSE n'est pas employeur. C'est-à-dire que le CSE a des élus qui gèrent les activités. Il peut avoir des élus qui sont détachés par l'employeur pour gérer les activités, mais ces élus ou les permanents qui sont détachés sont payés par l'entreprise. D'accord? Dans ce cas de figure-là, on va faire très simple, le CSE n'est pas contrôlé directement. C'est l'entreprise qui est contrôlée, et en même temps que le contrôleur URSSAF contrôle l'entreprise, il va aussi, dans la foulée, contrôler le CSE. D'accord? Donc ça, c'est le premier cas, c'est l'essentiel des cas, c'est peut-être 90 ou 95% des cas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à titre d'information, si on est dans une entreprise qui est assez importante, si par exemple le CE est, enfin si le siège social est en Île-de-France et que l'établissement, un des établissements est en province, on va prendre par exemple Toulouse, il est probable que le CSE ne sera pas contrôlé puisqu'il ne va pas dépendre de la juridiction du contrôleur URSSAF, puisque les contrôleurs sont entre guillemets régionalisés, voire par département. Donc, il y a peu de chances qu'ils soient contrôlés. Ça peut quand même arriver. Il y a des contrôleurs qui vont quand même demander les comptes, mais ça reste quand même assez rare. Ça, c'est le cas, c'est la très très grande généralité. C'est pour ça qu'il y a parfois quelques CE qui n'ont jamais été contrôlés et puis des CE qui vont être contrôlés de manière plus régulière, plus périodique, voire certains tous les 3 ans. Parce que l'entreprise est contrôlée tous les 3 ans. Après, il y a le deuxième cas de figure, c'est quand le CSE est employeur. C'est-à-dire qu'un CSE employeur, c'est un CSE qui va, à un moment donné, décider de recruter des salariés. Alors, ça peut être des salariés
qui vont, entre guillemets, gérer par exemple les permanences du CE, la secrétaire administrative ou le secrétaire administratif, c'est un grand classique, ou ça peut être des CSE qui sont beaucoup plus importants, qui vont par exemple avoir des centres de vacances, et là, ils vont avoir du personnel, ils vont même avoir un directeur, etc. etc. Et dans ce cas-là, ils ont le CSE a un numéro de SIRET, il est enregistré auprès de l'URSSAF, il a un numéro d'identification, et là, l'URSSAF vient contrôler le CSE en tant qu'employeur. Il vient vérifier que les cotisations sociales sont bien payées, et en même temps, il va regarder aussi les prestations que fait le CSE. D'accord ? Une petite précision que j'ai rajoutée tout en bas du slide, où j'indique je parle des artistes auxquels font appel parfois les comités d'entreprise, notamment pour certains événements. Je parlerai par exemple de Noël, où on peut faire appel à une équipe entière qui va animer l'événement de Noël. Là, attention, c'est pas nécessairement mis en avant par entre guillemets ces personnels, ces artisans, ces artistes du spectacle, mais il faut bien comprendre que le CSE est l'employeur de ces artistes pendant la représentation. Il faut bien l'intégrer et qui doit obligatoirement déclarer et payer ses cotisations sur le guichet unique du spectacle occasionnel. D'accord ? Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que vous pouvez avoir un devis qui est fait par un artiste, il va vous présenter un devis. Le devis n'est qu'une partie de ce que vous allez payer. Vous aurez probablement les cotisations sociales à régler si elles ne sont pas indiquées sur le document. Donc, attention à ce point. C'est assez important. Ça arrive fréquemment que les CE qui n'ont pas l'expérience, entre guillemets, se fassent un petit peu avoir sur le sujet. Emma pose une question intéressante. L'employeur peut-il demander au CSE de rembourser le redressement URSSAF s'il y a eu une mauvaise gestion ? Oui. En fait, un cas que j'ai déjà vu, hein, un CSE qui a été redressé de plusieurs dizaines de milliers d'euros, n'avait pas les moyens de payer. C'est l'employeur qui a payé et il s'est remboursé lui-même sur plusieurs années sur le budget qu'il devait fournir au CSE. Donc, ça a été vache maigre pendant plusieurs années pour ce CSE qui avait commis quelques erreurs en termes de, entre guillemets, en termes de subvention aux salariés. Et nous avons aussi plusieurs questions sur les cas où le couple est salarié dans le même CSE. Est-ce qu'un enfant doit recevoir un seul cadeau à Noël ou il en reçoit deux, par exemple ? C'est une question qui a été débattue plusieurs fois. Donc, à un moment, on a une réponse, à un autre moment, une autre réponse. Là, aujourd'hui, la réponse à vous donner, c'est de dire que l'enfant peut avoir deux cadeaux ou deux chèques cadeaux. Voilà, parce que il pourrait tout à fait l'avoir également dans une autre entreprise. Maintenant, ça reste souvent aussi un débat interne au sein du CE, parce que c'est un sujet de discorde. C'est des opinions entre guillemets, on va dire, des opinions politiques qui sont un peu différentes de ce qu'on doit faire en termes de prestations. Moi, ce que je vous recommanderais, c'est toujours la même chose, c'est de le mettre dans un règlement. Il faut choisir une règle et s'y tenir pour être carré. Le CSE, entre guillemets, à ce que dit l'URSSAF au-dessus, c'est-à-dire c'est le maximum de ce qu'on peut faire, mais le CSE peut décider des règles qui sont en dessous. Il peut aussi moins donner. Il n'a pas des obligations que lui imposerait l'URSSAF à ce niveau-là. Donc, il peut aussi établir ses règles tant qu'elles restent dans le cadre de l'URSSAF. Et sur quel budget l'employeur est-il remboursé ? Sur le budget ASC ou le budget de fonctionnement ? Dans le cas de redressement et que l'employeur se rembourse, il décide, mais théoriquement, il va prendre sur les deux. Enfin, le budget de fonctionnement est souvent plus petit que les ASC, sauf certains CSE qui ont des montants équivalents, mais généralement, il va se rembourser sur les ASC. Après, c'est peut-être un accord aussi à avoir avec l'employeur dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire que si le CSE a un budget de fonctionnement assez important qu'il n'a pas utilisé, il peut trouver un accord avec l'employeur qui va prendre plus sur ce budget et réduire la voilure sur le budget des ASC. Et concernant donc ces redressements URSSAF, quelle est la mission du contrôleur URSSAF du CSE ? Alors,
le contrôleur URSAF, son job, c'est il va vous demander des documents, et il va venir vérifier votre comptabilité, la gestion, il va vous demander des documents annexes. Par exemple, pour des chèques cadeaux, il va vous demander les états d'émargement. Voilà, comme quoi on a bien remis la somme à telle personne. Il va contrôler de l'autre côté la facture, voir qu'il y a bien cohérence entre tout ce que vous lui donnez comme information. Et son job, il est très simple, hein, il est là pour rechercher s'il n'y a pas des rémunérations déguisées. Okay, et donc, s'il y a rémunération déguisée, c'est-à-dire que l'employeur pourrait tout à fait utiliser le CSE pour rémunérer des salariés sans qu'il y ait de cotisation. Et donc, son job est de vérifier que c'est pas le cas. Et si c'est le cas, c'est là où il y a redressement, hein, il y a cotisation sociale à payer. La chose qui est importante à savoir, c'est que les contrôleurs URSSAF sont vraiment indépendants vis-à-vis de l'URSSAF, c'est-à-dire qu'ils suivent les règles qui sont établies, mais ils ont une vraie liberté d'interprétation des textes, d'accord ? Et c'est important, on le verra tout à l'heure, d'avoir des écrits, parce que éventuellement vous pourriez avoir un contrôleur qui sera tolérant à un moment donné, et 3 ans après, vous aurez un autre contrôleur qui aura une autre projection de ce qu'a fait le CSE, et il pourrait y avoir un risque de redressement. Donc, si vous avez un contrôleur qui a trouvé quelque chose de limite et qui vous dit que ça passe quand même, en fait, c'est quand même mieux d'avoir un écrit qui vous confirme que ce que vous faites reste bien dans le cadre légal, parce que il faut savoir que c'est vraiment différent d'un contrôleur à un autre. Voilà, donc ça, c'est important. Eric demande dans quel cadre on peut effectuer une partie on peut affecter une partie du budget de fonctionnement vers les ASC. Théoriquement, le fonctionnement sert au fonctionnement, les ASC aux ASC. Ok, donc l'idée, c'est qu'on ne peut pas mélanger les deux. Et le budget de fonctionnement, il sert à quelque chose de bien précis, c'est à faire fonctionner le CSE. Donc, il est bien établi dans un article ce qu'on fait du fonctionnement. Grosso modo, c'est faire appel à des experts, tous les experts, des experts juridiques, des experts comptables et autres. Prendre les notes pour par exemple pour les réunions de CSE, avoir un site internet pour communiquer avec les salariés, etc. Voilà. Donc il y a un cadre et on ne peut pas utiliser le fonctionnement pour les ASC à proprement parler, sauf dans un cas particulier, c'est-à-dire une fois par an, quand le CSE va boucler son budget, il peut reporter 10% du montant de son excédent vers le budget de fonctionnement. Voilà. Il y a eu aussi à un moment donné la possibilité de transférer une somme plus importante au moment du passage du CE au CSE. Mais depuis, il n'y a que le fait qu'une fois par an, si le budget est excédent, hein, on soit bien d'accord, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas consommé l'ensemble du budget des ASC de l'année précédente, vous pouvez reporter 10% vers le fonctionnement. Mais sinon, non, le fonctionnement sert qu'au fonctionnement et les ASC qu'aux ASC. Et s'agissant des documents qui sont contrôlés par l'URSSAF, quels sont-ils ? Alors, les documents. Il y en a plusieurs. Alors, je ne vous ai pas tout listé, mais que vous ayez bien une idée précise quand même de ce qu'il faut. Ça va vraiment dépendre des cieux, mais de manière générale, les PV du CSE, donc qui ont formalisé les décisions d'arbitrage des avantages, c'est-à-dire les règles qui sont établies. C'est-à-dire que le contrôleur va pouvoir relire ces règles et vérifier si elles sont en adéquation ou pas. La comptabilité, d'accord ? Donc, vous devez avoir 3 années de comptabilité plus l'exercice en cours. Voilà, il va vous contrôler sur les 3 années précédentes. Donc, vous devez avoir à disposition la comptabilité. Alors, quand on dit la comptabilité, c'est la comptabilité elle-même, faite par vous-même ou par votre expert comptable, mais également tous les documents qui sont annexes, hein, c'est-à-dire toutes les factures, tous les justificatifs, les documents qui présentent les budgets, voilà. Tous ces documents doivent être disponibles pour être contrôlés, pour que le contrôleur puisse, entre guillemets, faire des réconciliations, c'est-à-dire faire des liens entre les mouvements comptables que vous avez. D'accord ? Autre élément qui est aussi important, tous les justificatifs qui sont donnés par les salariés. Donc, si vous donnez un chèque cadeau, par exemple pour une naissance, il faut avoir un justificatif en face, l'acte de naissance. Voilà. Vous ne pouvez pas donner un chèque cadeau sans
avoir un justificatif en face. Et également pour la rentrée scolaire, les certificats de scolarité pour les enfants de plus de 16 ans, tout ce qui est facture, notamment quand vous faites des remboursements aux salariés, il faut avoir une vraie facture, pas un reçu. C'est-à-dire, je sais pas, un salarié qui envoie son enfant en colonie, il faut qu'il y ait le nom du salarié, éventuellement le nom de l'enfant avec l'adresse du salarié, que ce soit une vraie facture, qu'on puisse identifier soit la société par rapport à un numéro de tirette, si une association, le numéro de l'association, etc. Pour qu'en fait, en face, le contrôleur URSSAF puisse aller chercher l'information s'il y a besoin et la contrôler. Voilà. Si vous lui donnez un reçu, il peut tout à fait refuser ce document. D'accord ? Et puis, voilà, tous les documents autres que vous pourriez avoir. Il faut savoir aussi que certains contrôleurs vont vous demander, par exemple, des statistiques sur vos sites internet, des justificatifs sur la consommation qu'il y a sur les sites, etc., etc. Donc, il n'y a pas de documents juste bien précis. Il y a ce qu'on a indiqué là, mais ça peut aller un peu plus loin. Tous les justificatifs que le contrôleur estimera utiles, il va vous les demander pour pouvoir faire le contrôle. Il va vous demander aussi, par exemple, les relevés bancaires que vous pourriez avoir. Donc, c'est pour ça qu'il est important de garder tous ces documents, une trace, soit une trace papier, soit une trace dématérialisée, sous forme de gestion électronique de documents. Donc, vous pourriez avoir ça sur un disque dur, sur une clé USB. Hein, vous pouvez archiver tous ces documents et pouvoir les retrouver et les mettre à disposition du contrôleur au moment du contrôle. Mais ce n'est pas obligé d'avoir les deux, papier et version numérique. Non, vous pourriez avoir juste la version numérique. À partir du moment où on peut identifier, je sais pas, une facture avec un numéro de tirette, il peut aller contacter l'entreprise pour leur demander la même facture en face pour vérifier si elle existe bien. Voilà, tout simplement. Il y a beaucoup de questions sur le délai de conservation des documents. Donc 3 ans, voilà, ouais. C'est 3 ans plus l'année en cours. Voilà, le contrôleur URSSAF ne peut pas remonter au-delà. Donc il faut garder ces documents. Il faut les garder. Alors, il y a un petit peu une contradiction avec la RGPD. La RGPD, si vous avez un site internet, on va vous demander de garder les documents en cours, éventuellement l'année précédente. C'est vraiment le document dont vous avez besoin à l'instant T, et de ne pas stocker une multitude d'informations sur Internet par rapport au risque qu'il existe sur Internet. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est pour à la fois, entre guillemets, répondre aux attentes de la RGPD et de l'URSSAF. Pour la RGPD, ne pas stocker les informations en ligne parce qu'il y a toujours un risque sur Internet. Pas au-delà de l'année en cours, de l'année précédente. Et de l'autre côté, pour l'URSSAF, vous stockez ces documents, vous les conservez par exemple dans un coffre, vous mettez un disque dur, une clé USB dans un coffre au cas où, voilà, on ne sait jamais, il peut y avoir un incendie ou des choses comme ça, au moins dans un coffre, on les retrouve, et vous les avez à disposition si éventuellement vous avez un contrôle. Et d'après vos observations, Ali, quels sont les principaux motifs de redressement des CSE ? Alors, on va rentrer un petit peu dans le dur. Quand je dis qu'on va rentrer dans le dur pour une raison très simple, c'est qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que les CSE ont une liste d'activités qui est différente l'un de l'autre, il faut le savoir. Alors, par exemple, quand un CSE va faire des aides aux salariés et qu'il ne fait pas, et qu'il ne demande pas de justificatif, ou qui n'a pas un justificatif valable, eh bien, là, il y a un risque de redressement. Je vais prendre un exemple très concret. Il y a par exemple des CSE qui vont faire des remboursements aux salariés, et le remboursement qu'ils vont faire aux salariés va être par exemple un remboursement de places de cinéma. Et le salarié amène ces 2 places du cinéma et le CSE va lui donner une participation. Eh bien là, le justificatif n'est pas valable parce qu'il n'est pas nominatif. Les 2 tickets de cinéma, on ne sait pas d'où il vient. Les salariés auraient pu bien sûr aller au cinéma, mais ça peut être quelqu'un de sa famille qui lui a donné. Ça peut être des billets de cinéma qu'il a trouvé devant le cinéma. Enfin, il n'y a rien qui justifie que ces billets de cinéma sont aux salariés, sauf si les billets de cinéma sont vraiment nominatifs. Donc voilà, si on n'a pas un document qui est nominatif, il y a un risque à ce moment-là d'être redressé. C'est un des plus gros redressements. Ensuite, sur la restauration d'entreprise, les cantines. Il y a une limite de participation qui est faite
à la fois de l'employeur et du CSE, qui est pour 2024 de 7,18 €. Si le CSE veut abonder plus que ça avec l'employeur, là, il y a un risque de redressement. Voilà. Le CSE pense des fois peut-être bien faire en disant, bon voilà, on va monter à 70% de participation sur les petits restaurants ou sur la cantine, et si l'employeur prend 50 et que là, on est à 70, ben là, il y a un risque de redressement dès le premier centime d'euro. Autre point aussi sur lequel il y a des redressements, tout ce qui est cadeaux et bons d'achat, quand on dépasse les plafonds. Donc vous avez un plafond qui est déterminé chaque année, c'est 5% du plafond de la Sécu, qu'on ne doit pas dépasser. Et il est déjà par événement, il y a de quoi faire, hein, c'est-à-dire qu'on a un montant qu'on peut donner pour chacun des événements. Je les rappelle très rapidement: naissance, rentrée scolaire, fête des mères, fête des pères, les Saint-Nicolas, Sainte-Catherine, et Noël adulte, Noël enfant, jusqu'à 16 ans révolu. Donc on peut donner une somme qui est 5% du plafond de la Sécu, c'est 193 € pour 2024, je peux donner cette somme pour chacun des événements. Mais je ne peux pas donner à un salarié pour Noël 220 €. Si je donne 220 € de chèque cadeau à Noël, en dehors de la période qui s'est passée pendant le Covid, où il y a une tolérance supplémentaire donnée par le gouvernement, en dehors de ces périodes-là, si je donne plus, il y a risque de redressement par l'URSSAF. Autre point aussi qui peut arriver, c'est que je donne à la fois pour les événements URSSAF et à des événements qui sont hors URSSAF. Il y a par exemple des CSE qui font la fête du personnel et qui vont donner un cadeau pour la fête du personnel. Et bien là, il y a un risque de redressement URSSAF puisque ce n'est pas un événement qu'a déterminé l'URSSAF et qui est dans les événements autorisés. Ensuite, quatrième cas, là aussi très important, tout ce qui est carte de réduction. Les cartes de réduction tarifaire, là aussi, il y a un risque à partir du moment où ces cartes de réduction, en fait, ne sont pas identifiées et qu'elles ne concernent pas des activités sociales et culturelles. Voilà. Si un salarié peut avoir, je ne sais pas moi, une réduction pour acheter une voiture ou une machine à laver, et que c'est un abonnement qui est payé par le CSE, il y a un risque de redressement de l'URSSAF qui va considérer que c'est un avantage en nature. Ok. Pareil, dans la même logique pour le financement d'une plateforme, voilà, il faut que ça reste dans le cadre social et culturel et pas sortir de cet espace-là. Si le contrôleur URSSAF peut déterminer que le CSE finance une plateforme sur laquelle il y a d'autres avantages et qu'il a la possibilité de le voir, eh bien, il y a un risque de redressement. Nous avons encore beaucoup de questions. On ne pourra pas répondre à tout le monde, mais voilà, je vais en sélectionner quelques-unes. Quel est le délai pour délivrer un chèque cadeau hors événement ? Hors événement, alors je n'ai pas bien compris la question parce que normalement un chèque cadeau est lié à un événement, d'accord ? Toujours. Voilà, toujours. Donc sinon je ne fais qu'un seul chèque cadeau dans l'année. Dans ce cas-là, il est hors événement et je peux faire ce que je veux. Mais je ne pourrais en faire qu'un seul dans l'année. Par contre, si je fais un chèque cadeau par événement, à ce moment-là, il est lié à l'événement. Alors, je vais prendre l'exemple, rentrée scolaire. La rentrée scolaire a lieu généralement en septembre ou en octobre pour les étudiants. Eh bien, je peux donner un chèque cadeau rentrée scolaire un petit peu avant, par exemple à partir du mois d'août. Pourquoi ? Pour que le salarié puisse acheter les fournitures scolaires en amont de la rentrée scolaire. Et je peux le donner encore un peu après, on va dire à peu près 2 mois après, parce qu'éventuellement, il faut que le salarié ait un justificatif si l'enfant a plus de 16 ans et qu'il ne l'aura qu'au moment où l'enfant sera rentré en scolarité, que l'établissement lui aura donné ce justificatif. Donc, grosso modo, on va avoir une fenêtre de tir qui va être de septembre à, par exemple, octobre-novembre. Alors, pourquoi pas plus loin que novembre ? Parce que, par exemple, à novembre, on va avoir un autre événement qui va arriver, c'est Noël. Donc, à partir de là, Noël, je peux donner un chèque cadeau. Et donc là, on va éviter, enfin, on sort un peu du cadre de l'événement, rentrée scolaire, si on donne en novembre. Donc, il faut rester à peu près dans cette fenêtre qui est grosso modo 1-2 mois avant ou après l'événement pour donner le chèque cadeau et pas 6 mois ou 1 an après, bien sûr. Et Nathalie revient sur votre exemple des tickets de cinéma. Même pour 7 €, demande-t-elle, est-ce qu'il faut obligatoirement une facture nominative ? Oui,
Oui, dès le premier euro que vous dépensez, il faut un justificatif. Et quel justificatif pour les services qui n'en délivrent pas, mais qui donnent juste un reçu? Alors, un exemple, parce que qui peut donner un reçu peut donner une facture, hein. Voilà. Oui, Voilà, certainement. il y a pas de raison. Alors, des fois, c'est un peu plus lourd, c'est plus compliqué à l'avoir, mais il n'y a pas de raison de ne pas avoir une facture, hein. Après, il peut y avoir des associations qui n'ont pas la possibilité, entre guillemets, de facturer. Ça peut arriver, une association sportive, par exemple, parce qu'elle ne, elle est pas soumise à TVA, etc. Enfin voilà, il y a plein de principes qui font que une association sportive, dans ce cas-là, c'est un reçu, mais c'est un reçu nominatif, c'est-à-dire qu'on a le nom, l'adresse du salarié, éventuellement le nom de l'enfant qui est concerné, la durée, je sais pas moi, voilà, si c'est pour inscrire son fils au tennis, c'est de septembre à la saison de septembre 2024 à juin 2025, par exemple. Donc, il y a suffisamment d'éléments pour identifier que le document est bien concernant le salarié et aussi l'enfant du salarié, si c'est pour l'enfant. Quels sont donc les événements concernés par les subventions? Alors, je vais les citer un petit peu plus tard. Je vais juste finir peut-être sur les principes de redressement, parce qu'il en restait. Oui. Voilà, on a parlé des financements, de la plateforme, etc. Autre élément aussi qui est important, qu'on ne développe pas ici, c'est que le redressement, et ça c'est important, il est pas dans l'activité elle-même que vous allez faire, il est entre guillemets, l'interprétation qu'on peut faire le contrôleur URSSAF. C'est-à-dire que vous pouvez faire des chèques cadeaux, vous pouvez faire de la restauration, etc. C'est vraiment dans les conditions dans lesquelles vous mettez en place les activités. Donc, il est important, en amont, de mettre vos règles, de les écrire. Hein, j'insiste, hein, le règlement intérieur, c'est vraiment la base de travail, parce que si le contrôleur URSSAF le voit dans les documents et qu'il voit que vous avez bien cadrer les choses au départ, il va pas se compliquer la vie, il ira pas plus loin nécessairement, il rentrera pas dans le détail du contrôle plus pointilleux. Alors j'en arrive aux événements. Alors voici les événements. Alors les événements, ils sont ici. Alors on a tout d'abord les cadeaux et les bons d'achat. Comme je vous l'ai dit, c'est 193 € pour la partie chèque cadeau par événement, donc 193 €. Ça concerne la naissance, donc je peux donner 193 € pour la naissance, je peux donner 193 € pour l'adoption, c'est comme la naissance, le mariage ou le PACS, c'est pareil, je peux donner 193 €. Il y a souvent une problématique sur les PACS, parce que je pourrais avoir un salarié, alors se marier dans la même année, c'est très compliqué, se PACSer 2 fois dans la même année, ça peut arriver. D'accord, hein, je me PACS, je me déPACS, c'est facile. Là aussi, c'est une règle à mettre dans votre règlement intérieur, parce qu'un salarié pourrait se PACSer 2 fois. Si vous ne l'avez pas déterminé dans votre règlement intérieur que vous ne donnez un chèque cadeau qu'une fois par an, il est en droit de vous le demander 2 fois. D'accord ? On peut donner un bon d'achat pour les retraites, un bon d'achat pour la fête des mères et fête des mères, les Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas et Noël pour les salariés, les enfants jusqu'à 16 ans révolus dans l'année. Donc ça, c'est la première partie, c'est les chèques cadeaux. Donc ça, c'est une grosse activité qu'on retrouve dans beaucoup de comités d'entreprise. D'accord ? Donc, ce qu'il faut et ce qui est important, là, c'est bien rester dans le plafond de ces 5% et de bien rester dans le cadre de ce qui est déterminé. Donc là, je vous ai donné un exemple. Par exemple, pour la rentrée scolaire, on peut le donner pour les enfants jusqu'à 26 ans, d'accord, sous réserve qu'il y ait bien un justificatif scolaire. Okay. Là aussi, c'est aussi une règle du CSE, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'aux 26 ans. Vous pourriez dire, moi, je donne un chèque cadeau rentrée scolaire jusqu'à 16 ans. Si c'est la règle du CSE, pour rester dans les budgets que vous avez, s'il y a beaucoup d'enfants, entre guillemets, dans les familles que vous avez. Maintenant, c'est à vous de déterminer les règles, mais sinon, c'est jusque-là que vous pouvez aller. Et là, c'est là où je vous dis c'est important de se mettre en conformité avec l'URSSAF. L'utilisation du bon d'achat doit être en rapport avec l'événement.
Donc voilà, si c'est un Noël enfant, le bon d'achat doit être dans les rayons qui concernent les enfants. C'est à la rentrée scolaire, c'est les fournitures de livres, c'est les vêtements, etc. Ok. Ensuite, il peut y avoir ce bon d'achat peut pas être échangé contre du carburant ou des produits alimentaires, à l'exception des produits de luxe pour Noël notamment. D'accord? Donc, quand on donne un bon d'achat, il faut vérifier que le bon d'achat qui est donné a bien ces indications. Voilà, on ne peut pas acheter du carburant avec, on ne peut pas avoir de l'alimentaire pour la rentrée scolaire ou pour la fête des mères ou fête des pères. Ok? Alors, tac, j'ai une question encore. Florian a mis une question, réponse en direct. Est-ce que ce plafond de 193 € est valable pour les chèques vacances? Alors, non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Les chèques vacances ont une autre entre guillemets, réglementation. Les chèques vacances sont produits par l'ANCV, qui est l'Agence nationale des chèques vacances, et les chèques vacances, entre guillemets, ont une tolérance totalement différente. D'accord? Il n'y a pas un montant bien précis qui dit qu'on peut donner tant de chèques vacances. Maintenant, il y a des, entre guillemets, des choses qu'on revoit de manière régulière. On voit des CE qui peuvent donner 200, 500. Le maximum que je vois, c'est 1 000 € de chèques vacances et ça passe vis-à-vis de l'URSSAF. Mais si vous donnez 2 000 ou 3 000 €, déjà, ce qui est une somme un petit peu extraordinaire, un peu particulière qu'on ne retrouve pas dans les CSE. Là, il y a peut-être un risque de contrôle. Mais on n'a pas les mêmes limites que tout ce qui concerne les bons d'achat. Pour une raison très simple, c'est que les chèques vacances servent aux vacances, aux loisirs, aux cultures, à la culture et au sport. Donc, il y a une tolérance qui est beaucoup plus large par rapport à ça. Et Ali, donc si jamais il y a vraiment un contrôle, quelle est sa portée et comment bien préparer finalement ce contrôle? Est-ce que vous avez des recommandations? Alors, en principe, voilà, comme je l'indiquais, là, le contrôleur ne revient pas sur une période déjà contrôlée. Donc, si vous avez été contrôlé il y a 2 ans, c'est très rare, enfin, vous serez contrôlé les 2 années suivantes. Si vous avez été contrôlé il y a 2 ans, il ne va pas revenir sur les 2 années précédentes. Je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le contrôleur URSSAF ne vous contrôle pas, vous, en direct, de manière générale, il contrôle l'entreprise et donc vous allez être contrôlé au même rythme que l'entreprise. Donc, si votre entreprise est contrôlée tous les 3 ans, vous savez qu'en tant que CE, il y a quand même de fortes probabilités que vous soyez contrôlé avec votre entreprise. Maintenant, comme je l'ai dit juste avant, il peut contrôler les 3 dernières années plus l'année en cours. D'accord? Il ne va pas aller plus loin, il n'ira pas à 4 ans ou 5 ans. Ok. D'autre part, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'inspecteur ne revient pas de manière générale sur une décision qui a été prise par un autre inspecteur auparavant. D'accord. Même s'il peut avoir une interprétation différente. Ce qui a été décidé avant, il ne reviendra pas dessus, mais il ne reviendra pas dessus sur la période antérieure. Maintenant, il peut aussi lui-même avoir sa propre interprétation. Donc dans ce cas-là, c'est pour ça que c'est important d'avoir un document remis par le précédent contrôleur, voilà, qui justifie et qui dit que vous êtes dans la tolérance et qui vous donne en fait la possibilité de continuer à procéder de la même manière. Mais attention, le contrôleur peut revenir dessus, comme je vous l'ai indiqué là. Si au précédent contrôle, il y avait des réserves qui ont été formulées, d'accord, et que ces réserves, vous ne les avez pas corrigées, et si aussi il y a des faits nouveaux, c'est-à-dire que quand vous avez été contrôlé, par exemple, vous ne faisiez pas les chèques cadeaux, vous donniez par exemple en fait que des prestations de loisirs, culture, sport, et que quand vous avez été contrôlé, il n'y avait pas de chèques cadeaux, et que depuis vous faites des chèques cadeaux, et que ces chèques cadeaux en plus vous avez dépassé les plafonds, eh bien là, l'appréciation du contrôleur sera différente puisque on ne parle plus du même sujet, et donc à ce moment-là, vous avez un risque d'être entre guillemets contrôlé ou redressé si vous n'êtes pas dans les normes définies par l'URSSAF. Et vous, donc, quelles sont vos recommandations? Alors, ce que je vous pour recommande, préparer ce contrôle. voilà, pour bien préparer le contrôle. Alors,
première chose, faut bien se renseigner, bien préparer votre règlement intérieur en amont. Je reviens là-dessus. C'est un élément hyper important. Le règlement intérieur, c'est les règles que vous mettez en place. Faites-les valider éventuellement par votre expert comptable, si vous en avez un, par un expert juridique, pour être sûr que vous ne risquez rien. D'accord? Donc, c'est la première chose. OK? Donc, là, avoir un bon règlement intérieur. Règlement intérieur, ça veut dire aussi les règles que vous allez établir. Bien aussi préparer vos documents. Donc, ça veut dire tenir une comptabilité à jour de manière régulière. Voilà, qu'elle soit parfaitement transparente. Voilà, c'est pas juste entre guillemets, comment dire ça. Par exemple, le trésorier qui tient sa comptabilité tout seul, il doit vous remettre des documents, soit certifiés par l'expert comptable, soit que vous avez validé ensemble au niveau du CSE. C'est-à-dire qu'on doit avoir cette comptabilité et surtout aussi avoir tous les justificatifs à disposition. Ok, il faut vraiment avoir tous ces documents, toujours les avoir à disposition. Si vous avez un contrôle, pratiquement vous puissiez lui donner les documents du tac au tac au contrôleur URSSAF. Donc voilà, ça c'est super important. Et, allez-y, pardon, je vous ai coupé. J'ai ajouté ici, alors vous aurez le support du webinar, hein, qu'on va vous transmettre suite à ce webinar, et vous aurez ici le lien vers le guide de l'URSSAF. Donc tous les ans, l'URSSAF met à disposition un guide, d'accord, donc vous retrouverez avec le détail des activités auxquelles enfin, les activités que peut faire un CSE et les tolérances de l'URSSAF. Et vous avez aussi un deuxième guide qui est souvent utilisé sur les salons par l'URSSAF, qui est le guide des cotisations. Donc là, il n'a pas été mis à jour, c'est celui de 2023, mais bon, ça ne bouge pas beaucoup entre 2023 et 2024, en dehors des plafonds des chèques cadeaux. Vous aurez ces documents également en lien sur le support. Et Ali, il me semble qu'il y a une notion très importante sur le sujet, qui est la notion de procédure de rescrit social. Qu'est-ce que c'est exactement et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, le rescrit social, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est tout simplement la possibilité pour le CSE, mais pas que le CSE, toute personne qui a une interrogation vis-à-vis des cotisations URSSAF, donc ça peut être aussi l'employeur ou un prestataire, de formuler, entre guillemets, une demande écrite concernant l'application de la réglementation sociale. D'accord? Donc, on pose une ou des questions précises à l'URSSAF. Donc, on peut les contacter en direct, ok, pour avoir une position précise de leur part, hein, d'avoir un retour. Ok, donc la procédure de rescrit, ça s'appelle le rescrit, elle se réalise par courrier recommandé en arrière auprès de l'URSSAF compétente. C'est-à-dire que, par exemple, moi je suis en Île-de-France, ben, c'est l'URSSAF de Montreuil qui gère l'Île-de-France et c'est à l'URSSAF de Montreuil que je devrais écrire pour avoir une réponse. Donc l'URSSAF dispose de 20 jours pour examiner le dossier s'il est complet et vous apporter une réponse. Maintenant, un élément qui est très important, ça vous permet d'avoir une réponse. Attention, un rescrit peut aussi amener un contrôle. D'accord ? Donc, attention quand vous utilisez ça. Faites-le non pas quand vous avez mis en place une activité, que vous posez une question et que là, vous avez un doute, est-ce que vous êtes dans la légalité ou pas, parce qu'éventuellement, vous avez un risque de contrôle. C'est plutôt à faire en amont, c'est-à-dire je veux mettre en place telle activité et je me pose des questions. Est-ce que je peux faire ça ou est-ce que je ne peux pas le faire? Et si vous n'avez pas la réponse dans les documents qui sont mis à disposition, si votre conseiller juridique ne peut pas vous apporter la réponse, si votre expert comptable ne peut pas vous apporter la réponse, à ce moment-là, faites un rescrit social auprès de l'URSSAF pour avoir une position bien précise. Et Florian, est-ce que vous pourriez nous dire, vos préconisations au CSE pour s'assurer d'être conforme? Comment se faire accompagner au mieux? Oui, bien entendu, je vais pouvoir vous expliquer tout ça. En termes d'accompagnement, tout
tout d'abord, ça passe par la formation. Le rôle d'élu, vous ne l'apprenez pas dans vos métiers, par une formation universitaire ou à l'école. Donc, c'est généralement nouveau lorsqu'on ne vient pas du monde du CSE. Donc, le premier conseil que je pourrais vous apporter, ce serait tout d'abord de vous former. Vous avez des cabinets spécifiques qui peuvent vous accompagner, notamment sur des formations obligatoires lors de la mise en place d'un CSE. Donc, ça, ce serait le premier conseil que je pourrais vous donner. Le deuxième conseil, ce serait éventuellement d'utiliser une solution spécifique qui va vous permettre de gérer tous les accompagnements que vous proposez, donc toutes les activités, les remboursements, les voyages, et en fait d'avoir un outil qui va vous permettre de centraliser en termes de demande tout ce qui est proposé par le CSE, mais notamment avoir un outil de comptabilité qui va être lié à ce premier logiciel, ce qui va vous permettre en fait d'avoir des écritures notamment qui vont être automatiques, qui vont arriver directement dans les bons comptes de charge en termes de comptabilité. Et donc derrière, ça va vous permettre d'être conforme à l'URSSAF parce que tout aura été pré-paramétré selon la réglementation URSSAF par rapport aux activités que vous à vos salariés, excusez-moi. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Agnès? Oui, et concernant la mise en place d'un logiciel de gestion, en quoi ça peut bien accompagner les élus de CSE? Alors, l'objectif d'avoir un logiciel est double. Le premier ne concerne pas forcément la réglementation, mais plutôt le gain de temps que vous allez avoir concernant la gestion des demandes de remboursement, le traitement des justificatifs. Donc voilà, le premier axe sur lequel on va pouvoir vous aider sur la partie gestion, c'est un gain de temps non négligeable plutôt qu'une gestion entre guillemets à l'ancienne avec un fichier Excel ou au pire un petit cahier de suivi très à l'ancienne. Donc voilà, ça, le logiciel va vous permettre premièrement de gagner du temps et deux, de respecter la réglementation URSSAF. Parce qu'encore une fois, toutes les prestations vont être paramétrées et vont être liées à un compte de charge en termes de comptabilité. Et ça va permettre d'avoir une traçabilité de la comptabilité dans un premier temps. Et dans le deuxième temps aussi, tout ce qui va être la gestion des justificatifs qui vont être stockés directement sur votre logiciel et qui vont pouvoir être exportés à la demande du contrôleur URSSAF depuis votre espace administrateur. Et quels sont ces outils indispensables pour justement sécuriser les justificatifs? Alors, en termes d'outils, il y en a plusieurs. On va pouvoir travailler notamment sur des coffres-forts administratifs sur lesquels, en fait, vous allez pouvoir stocker tous les justificatifs demandés en cas de contrôle URSSAF que Ali a évoqué précédemment. Donc, les justificatifs nominatifs, les factures. Et donc, tout ça va être stocké dans un portefeuille numérique qui va pouvoir être accessible à la demande de l'URSSAF. Et encore une fois, les données vont pouvoir être extraites pour justifier tel ou tel versement de prestations à un salarié. Et c'est ce que Sweezy offre aux élus de CSE. Exactement. Alors, Sweezy offre un accompagnement, ce que l'on appelle aujourd'hui 360. Nous sommes à la base éditeur de logiciels. Donc, on accompagne les CSE sur la gestion, sur la comptabilité, mais aussi sur la communication. Mais on se développe aussi sur un portail un petit peu plus social, avec notamment des accès pour une plateforme d'offres avantageuses, excuse-moi, pour tout ce qui va être les sorties culturelles, les loisirs, les vacances, et aussi les chèques cadeaux que l'on va pouvoir proposer, que Ali a évoqué pour les événements URSSAF, Noël des salariés, naissance, mariage, PAX notamment. Et donc du coup, aujourd'hui, on couvre un champ très très large qui vont pouvoir vous accompagner, si vous le souhaitez, sur le fonctionnement de votre CSE. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres préconisations en termes de gestion, Florian? Alors moi, j'avais un petit conseil à donner à tous les élus qui sont présents aujourd'hui. Faites attention aux discours commerciaux qui vous sont donnés concernant le financement d'une plateforme, j'ai vu des questions concernant le logotage de certaines stylos, des gourdes, etc. Il y a le discours commercial et il y a la réglementation URSSAF. La réglementation URSSAF est très simple. Elle dit qu'à partir du moment où on touche aux avantages pour les salariés, il faut que cette prestation soit finançable sur le budget d'activité socioculturelle. Donc voilà, c'est un élément qu'il faut faire très attention. J'ai vu une question passer, alors j'ai plus le nom de la personne, mais en disant s'il y a une plateforme de billetterie qui est mise en place et que c'est uniquement une plateforme de billetterie, vu qu'elle touche aux salariés, il faut qu'elle soit financée sur la partie ASC.
de votre mission. Nous avions effectivement pas mal de questions là-dessus. Ouais, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Alors, le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir répondre à toutes ces questions. Ce qu'on propose, on veut proposer aujourd'hui, pour ceux qui le souhaitent, on peut, dans la limite de ce qu'on peut faire, parce que ça demande un petit peu de temps, pour ceux qui le souhaitent, on va vous proposer un audit de votre gestion, de votre comptabilité, et puis vous apporter des réponses pour savoir si vous êtes bien conforme à l'URSSAF. On va pouvoir faire ça pour peut-être les 10 premiers qui nous contactent. À ce moment-là, Florian, mets ton adresse mail peut-être dans le chat. Vous contactez Florian et voilà, les 10 premiers qui reviennent vers nous, eh ben, on étudiera avec vous votre gestion, votre comptabilité, vérifier avec vous si tout est OK et que vous soyez l'esprit tranquille pour la suite et vous permettre entre guillemets, d'avoir les réponses à vos questions. Voilà. On ne pourra pas faire, je pense, plus que 10 parce que ça prend quand même un petit peu de temps à faire. On va le faire un petit peu de manière bénévole. Mais voilà, ceux qui ont des doutes par rapport à leur gestion et des questions vraiment qui risquent de leur poser problème, on va être là pour essayer de vous accompagner. Oui, le webinaire était très riche en informations. Merci beaucoup. Je vais donc vous remercier tous d'avoir été présents et fidèles à CSE Matin. Merci à tous pour toutes vos questions. Merci évidemment à Ali et Florian pour tous vos conseils pratiques dans l'intérêt des salariés que vous accompagnez. Comme on vous l'a indiqué donc en début de webinaire, ce webinaire sera accessible en replay sur CSE Matin. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Tous les inscrits auront bien entendu le lien vers le replay. Il sera mis en avant sur CSE Matin. Et n'hésitez pas donc à contacter Florian. Merci à tous, bon courage et au plaisir de vous retrouver sur un prochain webinaire. Merci et bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.